amour. Salut tout le monde. Salut Popcorn. Hélène, coucou. On est parti pour un live désendettement, éducation financière. Si vous avez des questions sur votre situation ou d'une manière générale, n'hésitez pas. Salut tout le monde. Salut Léo, Florence, Sarah. Oh bah écoute, on essaye de s'appeler dans la semaine, Hélène. Coucou Wardia, coucou Jojo, Isios. Ah Dama, salut. Allez, on est parti. Il faut que je coupe à 14h. Donc si vous avez... je t'envoie un SMS, Hélène. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Radia. Coucou Sam, j'ai regardé tes vidéos. Ah bah voilà, tu vois, je suis là en chair et en os. Est-ce que tu sais si dans les assurances il y a une aide au déménagement? Je suis pas sûre d'avoir déjà vu ça. Il peut y avoir, je serais étonnée qu'il y en ait dans les assurances classiques. Parce qu'une assurance, elle est là pour te protéger contre quelque chose. Je vois pas dans quel type d'assurance il pourrait y avoir une... Quand tu dis une aide, c'est quoi? C'est genre prise en charge de votre déménagement ou autre? Je vois pas dans quel type d'assurance il pourrait y avoir ça. Que me conseilles-tu? J'ai un LEP et LDD, je compte mettre des sous de côté pour les vacances d'été. Et du coup, quelle est ta question? Popcorn? J'ai pas compris. Salut Damien, oui ça va bien. Mettre de côté pour un projet, je mets sur les différents livrets. En fait, il faut que tu sois clair, je vous dis toujours, l'épargne doit avoir un objectif, quel qu'il soit. On n'épargne pas pour épargner. C'est ridicule d'avoir 20 000, 30 000 en épargne et on se dit, bah je sais pas quoi faire, c'est là et voilà. Non. On épargne par projet. Et cette épargne-là, cet argent-là, on va le mettre sur un support d'épargne. Donc livret A, LDD, livret d'épargne populaire. On se fait un tableau en disant mon objectif d'épargne pour tel projet c'est ça, le deuxième projet d'épargne, l'objectif c'est ça, etc., etc. Et en fonction de ça, tu vas aller le mettre sur un support. C'est pas très important de savoir quel est le support. Si tu as un LEP, le taux de rémunération il est plus intéressant. Donc je te dirais de le mettre sur le LEP. Mais c'est pas pour, c'est pas forcément. La question c'est plutôt pourquoi j'épargne et combien je veux avoir pour ce projet, plutôt que se dire sur quel type d'épargne, parce qu'au final c'est pas avec ça qu'on va assurer une richesse ou une stabilité financière. Je vous ai toujours dit, les comptes épargne ce n'est pas de l'investissement. Donc oui, c'est bien si on a de l'argent gratuit et qu'on touche une rémunération, mais c'est pas ça qui devrait nous faire décider. Privilégie le LEP, maximise le LEP. Dès que tu as maximisé, tu peux aller basculer sur le LDD. Alors attendez, le cirque commence, bougez pas. Ah. Salut Sam, j'ai eu des nouvelles de Thomas, il va bien, il est de nuit jusqu'au 24 janvier. Ah c'est cool, merci Mamour de nous en donner, c'est vrai qu'on l'entend plus et il avait l'habitude de rythmer les lives. Donc Thomas, si jamais tu écoutes cette rediff de live sur YouTube, on t'embrasse fort, on pense à toi et tes blagues pourries nous manquent. Mais force à toi pour le rythme de nuit, c'est pas facile. Merci Mamour d'avoir pris des nouvelles. Et quand tout est plein, même le PEL 10 ans. C'est exactement la même chose Damien. Je viens de te dire pourquoi tu épargnes. Tout est plein, ça veut dire que tu épargnes sans forcément avoir un objectif. Parce que par exemple, si tu épargnes pour une voiture, tu épargnes pour des travaux, tu épargnes pour des vacances, tu épargnes pour... À un moment, l'objectif, il va arriver. Les travaux, il va falloir les faire, la voiture, il va falloir l'acheter, les vacances, il va falloir y aller, tu vois. Donc, si vous épargnez sans savoir pourquoi vous épargnez, c'est une erreur, parce que c'est de l'argent qui dort.
À un moment donné, une fois qu'on a épargné pour ces projets à court et moyen terme, donc les projets à 1 an et à 3 ans, on bascule sur l'investissement. Et c'est un sujet que je n'aborde jamais, l'investissement, vous le savez, mais c'est là où vous allez normalement, si vous faites vos recherches et que vous savez ce que vous faites avec votre argent, c'est là où l'argent va commencer à travailler pour vous. Donc c'est ce qu'on appelle des projets long terme. Il y en a, ça va être pour préparer leur retraite, il y en a, ça va être pour je ne sais pas quoi, tu vois. Mais avoir de l'argent qui dort en épargne sans avoir d'objectif, c'est dommage. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu te sens en sécurité de te dire je préfère avoir de l'argent qui dort et c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Je dis juste que mathématiquement c'est dommage. Mais après, voilà, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, une partie de cette épargne qui dort, Damien, c'est impérativement ton épargne de sécurité consolidée. Si demain tu as une baisse de revenus, si demain il t'arrive quoi que ce soit, arrêt maladie, je sais pas, chômage, pour les femmes ça va être congé parental ou autre, à un moment donné vous avez une baisse de revenus, l'épargne consolidée, elle est là pour ça. Donc une partie de ton argent qui dort, c'est obligatoirement ton épargne de sécurité consolidée. Donc déjà c'est pas 100% qui dort, il y en a une qui est là, on sait qu'elle dort, mais on la réveillera quand on en aura besoin. C'est une espèce d'assurance pour les imprévus qui t'arriveront. T'as ta réponse au fond de toi, Caddy. Tu sais très bien ce que je vais te dire, tu sais très bien la manière dont tu as écrit ton commentaire, tu as toi-même la réponse. Tu le sais, je le vois, c'est clair et net. Donc ne me demande pas quelque chose qui est plus qu'évident. Je viens d'en parler, Jessica. L'épargne de sécurité, elle est justement faite pour les imprévus. Est-ce que tu sais si on peut demander à sa banque le remboursement des frais option souplesse ? Je ne sais pas ce que c'est option souplesse. Ça, c'est encore un petit nom marketing à la con d'une banque qui vous a fait cette option souplesse. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un connaît cette option souplesse, sinon il faudrait que j'aille voir sur le site de la banque. Alors attends, qu'est-ce qu'elle dit Adama ? Tu me parles d'un collègue Adama ? Attends, je remonte. Alors attends, il y a 3 petits points qui disent « La BNP refuse que je ferme mon compte chez eux, j'ai encore un crédit, je vais continuer à rembourser. » C'est quel type de crédit ? Si c'est un renouvelable, il est lié à ton compte courant, du coup oui, tu peux pas clôturer ton compte courant si tu as encore ce crédit de merde. Par contre, il n'y a aucune raison pour que si c'est genre un prêt travaux ou un crédit, tu demandes l'IBAN. Tu demandes l'IBAN de ce crédit. Tu clôtures ton compte courant, tu ne gardes que du coup la ligne crédit et tu fais des virements tous les mois. La banque peut refuser si notamment il y a un crédit revolving attaché au compte courant. Mais si c'est pas ça, je te conseille de creuser et de pas t'arrêter là. Caddy, tu sais très bien que tu es en train de céder à à la croyance que tu vas pouvoir avoir de l'argent rapidement grâce à cette connerie. Tu le sais très bien au fond de toi, il y a un truc qui s'est allumé dans ton cerveau qui te dit attention, c'est un peu trop beau pour être vrai. Et pourquoi tu m'écris ce commentaire ? Parce que tu te dis ah ouais, mais si jamais j'arrive à faire les bénéfices qui me disent que je vais pouvoir faire, ça veut dire que j'aurai la solution à mes problèmes. Tu as 100% de chance de perdre. Tu perdras pas peut-être la première fois, mais tu perdras forcément la deuxième ou la troisième fois. 100% de chance de perdre ton argent et de te retrouver encore plus dans la merde. Arrête de voir la facilité et le réflexe de pauvre qui te fait croire que tu vas aller faire du trading et tu vas aller gagner de l'argent et ça va être la solution à tous tes problèmes. Sors-toi les doigts du cul,
Mets les chiffres à plat. Arrête de toujours vouloir trouver des solutions de facilité. Arrête de tomber dans le scam de deviens riche avec du copy trading, je t'envoie des signaux, machin, bidule. C'est de la merde, c'est du scam. Ils sont là pour avoir ton argent. Je voulais pas m'énerver pour ça, mais tu cherches. Je t'ai dit, tu vas te retrouver encore plus dans la merde si tu suis ces conneries. Donc si tu veux tomber les deux pieds joints dans le gouffre, fais-le. Je peux pas. Putain, arrêtez de toujours chercher la solution de facilité. Quelqu'un te dit, fais du copy trading, tu vas voir, tu vas pouvoir gagner 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Mais branchez votre cerveau, les gars. Branchez votre cerveau. Les gens vont continuer à rester pauvres tant qu'ils continueront à se faire berner par des conneries comme ça. Et vous l'aurez cherché. Ce sera bien fait pour vous, je suis désolée de le dire. Mais à un moment, il faut arrêter. Oui, est-ce que le copy trading, c'est pas mal? Est-ce que même trading ou copy trading, c'est de la merde? Regarde les stats. 97% des traders perdent leur argent. Et tu ne feras pas partie des 3% qui en gagnent. Les 3%, c'est des sociétés d'investissement qui sont formées à faire ça toute la journée. Et même comme ça, il y a une partie d'entre eux qui échoue. Tu crois que toi, tu vas arriver sans formation, sans rien, sans aucune idée de ce que tu fais et que toi, tu vas battre le système? Arrêtez d'avoir des paillettes dans les yeux en pensant que vous appuyez sur un bouton et ça va être la fin de tous vos problèmes financiers. Ça, c'est une mentalité de pauvre qui vous gardera pauvre. Tant que vous ne faites pas les efforts pour vous en sortir, rien ne viendra se passer dans votre vie pour améliorer votre condition financière. Non, mais sérieux, je vois le scam dans lequel tu es en train de te faire alpaguer. T'as sûrement rejoint un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. Le gars, il t'a sûrement dit « Ouais, mais tu vas voir, ça va être facile, t'as rien à faire, t'as pas besoin de t'y connaître, je t'envoie des signaux, t'as juste à copier. » C'est connu, ce scam, il est connu, surconnu. Donc c'est pour ça, je sais très bien où sera cette personne dans 3 mois. Je sais très bien financièrement où elle en sera dans 3 mois. Et je le vois gros là c'est en 4K. C'est pour ça que ça m'énerve. Tant que vous serez bête pour vous faire avoir dans ces conneries-là en pensant juste en appuyant sur un bouton, vous allez gagner de l'argent, vous êtes bon pour vous faire scammer et pour rester dans votre galère. Arrêtez de vouloir trouver la solution de facilité. Ça n'existe pas. Tu fais des efforts, tu as des résultats. Tu fais pas d'efforts, tu n'as pas de résultats. Il n'y a rien qui arrive sans effort. Et je parle de vrais efforts. PayPal Mafia qui a demandé à me suivre. Tu vois, il y en a plein. Bloquez ces gens-là, bloquez-les. Allez. Je viens d'arriver, je te vois en colère. Mais parce que tout de suite, là, on vient de me poser une question qui a l'air tellement... Enfin bon, bref, je vais pas... J'étais de bonne humeur pourtant, j'étais là, j'ai commencé, je vais répondre à toutes vos questions. Et là, bam! Que penses-tu du scam, du trading? Je vais régler tous mes problèmes avec ça. Flemme. Allez, bref. Allez, je reviens au bas du chat. Je
t'ai répondu 3 petits points. J'ai vu que tu avais remis ton commentaire. Je t'ai répondu il y a 5 minutes avant que je parte en tension avec cette histoire de trading à la con là. C'est une bonne idée d'utiliser ma prime pour me débarrasser d'une dette. Ça dépend, Ina. De combien est ta prime et t'as combien en épargne aujourd'hui et de combien est ta dette. Coucou Sam, j'ai posté un com hier sous ta dernière vidéo pour mon histoire CAF, mais il a disparu. Alors, il a disparu, c'est pas moi qui supprime, c'est soit il est bloqué dans mes commentaires filtrés, soit TikTok le bloque et je peux même pas le voir dans les commentaires filtrés. Donc laisse-moi aujourd'hui pour aller voir les commentaires filtrés de ma dernière... Alors hier, il faut que j'aille prendre la dernière vidéo d'hier et je regarderai les commentaires filtrés parce que j'en ai tous les jours des commentaires filtrés que le TikTok laisse pas valider sans que moi j'active. J'avais mis une photo du courrier. Ah, mais c'est peut-être ça. Ah oui, je me rappelle de toi. Effectivement, tu avais reçu un courrier. Je vais voir si ils n'ont pas supprimé la photo aussi. Si tu n'as mis qu'une photo et que je la vois pas, il faudra peut-être que tu me remettes le texte. Alors. Coucou SVP, vous pourriez faire ce coup de gueule en une vidéo SVP, j'en ai besoin pour mon frère. Donc ton frère s'est fait alpaguer par le scam du trading, copy trading. Je veux bien faire une vidéo, sauf que ça va rien changer. Déjà, il y a toute la mafia des scammers qui va venir sous les commentaires, qui vont peut-être réussir à striker la vidéo. Et ton frère, s'il s'est déjà fait embobiner, embrigader par ce scam, je suis pas sûre qu'il veuille écouter les conseils. Et pourtant, il y a beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait avoir. Et 80, c'est marrant parce que la grande majorité, je vais pas dire 90%, mais la grande majorité, c'est des mecs qui pensent qu'ils vont pouvoir battre le système. Ils vont pouvoir, eux ils sont différents, tu vois. Et ben voilà. En octobre, il y a eu un gros crash financier sur bourse, crypto, etc. Il y a eu 2000 traders qui se sont suicidés suite à ce crash. Le crash, il a duré une journée, il a liquidé mais des milliers de personnes. Liquidé, ça veut dire il leur a fait tout perdre. Et il y a eu, suite à ça, 2000 suicides. Ça, c'est des gens, c'est comme si tu vas au casino et tu mises tout. Tu fais tapis sur, tu mets ton salaire, ta maison, tes économies, ton machin, ton bidule, sur le rouge. Et c'est le noir qui sort, et ben t'es niqué. Si ça vous suffit pas pour vous dire, je reste le plus loin possible de ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Attention, le mot quoi? Ah oui, ok, merci Elia. Ouais, bah écoute, si le live est striké par TikTok, tant pis, vous regarderez les 20 minutes de rediff sur YouTube pour ceux qui veulent. S'il ne dure que... Ah oui, on me le dit en plus, tu vas te faire ban. Bon bah, écoutez, moi je dis les choses comme ça sort. Et voilà, si le live est banni, bah on reviendra peut-être demain. Mais voilà, je dis les choses. Anyways, allez, on finit ce côté mise en garde et ce côté arnaque et ce côté tout ça. Et on va se recentrer sur des vraies choses qui donnent des vrais résultats. Pour sortir dans le système, il faut épargne, il faut faire les efforts pour faire ça. Alors, épargner, ça ne te fait pas sortir du système. Mais en tout cas, épargner, ça te permet de te sécuriser et de réaliser tes projets. Sortir du système, c'est encore bien plus ambitieux. Les gens qui ont des enfants, vous avez mis de l'argent de côté pour leurs études ou c'est qui taffent? Ou c'est eux qui taffent, tu veux dire? Mes enfants sont encore jeunes, mais j'anticipe, perso, je n'ai
pas fait d'études. Alors, là-dessus, merci Popcorn, tu vas me permettre de faire un petit laïus. Votre priorité en tant que parent, que vous soyez à deux ou seul, quel que soit l'âge de vos enfants, votre priorité première, c'est d'assurer la stabilité financière du foyer. Donc déjà, c'est vous désendetter, avoir votre épargne de sécurité et avoir de quoi réaliser les projets à moyen terme. Ça, c'est la base. Au-dessus de ça, une fois que la base est faite, on va commencer à penser aux études des enfants. Parce que je vois trop de gens qui sont en galère, qui ont des dettes, qui ont un découvert, qui ont des retards de paiement, qui ont zéro en épargne. Par contre, ils estiment que l'épargne de leur gamin, c'est indispensable et qu'il faut mettre 30 € en épargne sur l'épargne du gamin qui a 4 ans aujourd'hui. Je comprends, ça vient d'une bonne intention, vous faites passer vos enfants avant vous-même, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est assurer sa stabilité d'abord et ensuite, on pense à autre chose. Les études des enfants, le permis des enfants, peut-être les aider quand ils vont prendre leur premier appart, etc. Tout ça, c'est du plus, mais que vous ne devez pas faire avant d'avoir assuré la stabilité du foyer. Autre chose, les études aujourd'hui, je regardais les stats il y a quelques semaines de ça, sur l'évolution des tarifs des écoles privées, des écoles de commerce, des écoles supérieures, etc. Ça a pris, je crois, 70% sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Il faudrait que je retrouve le graphe. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui ont des tarifs de malade pour un diplôme qui ne vaut pas plus que si c'était fait en école publique, à la fac ou autre, pour des garanties de trouver un salaire convenable qui ne sont pas mieux que n'importe quel autre diplôme et qui vous allument et qui vous font croire et qui mettent des paillettes dans les yeux de vos gamins quand ils vont faire les journées découvertes que oui, c'est une école prestigieuse, avec ce diplôme, vous allez pouvoir avoir X montant de salaire à la fin du cursus. Notamment si c'est marketing, digital, machin bidule, tous les secteurs où on nous a dit d'aller il y a 10 ans et qui sont, je vais pas dire bouchés, mais qui sont aujourd'hui, ils commencent tous au SMIC. Donc faites attention à ça. C'est pas pour rien que les prêts étudiants ont explosé. C'est justement parce que aujourd'hui les gamins, ils ont des paillettes dans les yeux et ils se disent, moi je veux faire telle étude, je veux aller dans telle école, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais j'ai pas l'argent, donc c'est pas grave, on va faire un prêt étudiant. Et là, l'engrenage, boum, il est mis en place et vous allez petit à petit sombrer. Pas vous, mais eux. Donc déjà, on se culpabilise pas de pas avoir fait d'épargne pour leurs études. On va pas, c'est pas grave. Si t'as pas les moyens d'aller à Harvard, tu vas pas à Harvard. Donc si t'as pas les moyens d'aller dans une école de co bullshit qui va te prendre 20 000 € l'année ou 50 000 € sur le cursus, eh ben t'y vas pas, c'est pas grave. En aucun cas, ça vous garantit un très bon salaire à la fin du parcours. Donc arrêtez aussi ou plutôt je vais pas dire arrêtez, mais je vais dire commencez à éduquer vos enfants sur le scam aussi des écoles de commerce et des écoles machin digital et des écoles... Voilà, tout ça c'est que du marketing et le prix d'une école ne garantira jamais votre salaire. Par contre, ça peut vous mettre dans la merde parce que vous avez pris un prêt étudiant et parce que vous avez eu ces paillettes dans les yeux. Voilà. Bah non, tu peux pas. Si tu peux financièrement aller à Harvard, tu y vas. Si tu es accepté à Harvard, mais que pour ça, il faut faire 200 000 dollars de crédit étudiant, bah non, tu y vas pas. Oh, comment tu peux dire ça? C'est dans la Ivy League, nanana. Bah ouais, tu y vas pas. Il y en a combien aux États-Unis qui se retrouvent médecins, avocats, des jobs bien payés? Ça fait 20 ans qu'ils ont leur prêt étudiant. Donc non, tu y vas pas.
T'as pas les moyens, t'y vas pas. À quel moment on vous a dit que j'ai pas les moyens, c'est ok d'aller m'hypothéquer toute ma vie pour aller faire un cursus dans une école dont j'ai pas les moyens? Non. Arrêtez de... Ça c'est pareil, c'est... Ah bah oui, alors parce que je suis acceptée, je dois y aller. Bah non. Pas si t'as pas une bourse intégrale ou pas si t'as pas les moyens. Arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Et c'est pour ça que maintenant, il y a même des écoles de commerce qui font genre, on va faire un processus d'admission parce que vous savez, on n'accepte pas tout le monde. Hein. Donc pour vous faire croire qu'il y a cette compétition, pour vous faire croire qu'il faut un peu batailler. Mais en fait, officieusement, leurs cursus, ils sont ouverts à tout le monde. Ils vont juste vous faire passer genre des oraux, un test, machin bidule. Mais t'inquiète pas que les 50 000 euros pour le cursus, ils les veulent, donc ils vont te faire rentrer. Je confirme, mon fils est dans une école privée et ça fait mal financièrement. Ça peut appauvrir une famille. Parce que vous voyez, vous vous dites, je vais offrir à mes enfants tout ce que j'ai jamais eu, il veut aller dans cette école, ok, machin, bidule, blablabla, pour X raisons. Bah, résultat, vous vous appauvrissez. C'est pas ça la vie en fait. Votre stabilité financière est prioritaire. Il y a eu le cas d'un témoignage ici, elle a mis 10 ans à payer son école. Mais encore 10 ans, c'est rien du tout. Tu vas voir là, tous ceux à qui on donne des prêts étudiants, 1, 2, 3 prêts étudiants, qu'ils les prennent. Bah, moi à l'époque, s'il y avait eu cette facilité de prendre un prêt étudiant, je te garantis que je les aurais pris. Moi, tout ce qu'on me proposait, je prenais. C'est pour ça que je me suis retrouvée endettée plus, tu vois. Si on m'avait dit, tiens, bah pour tel cursus, je suis allée à la fac, donc heureusement, j'ai même pas eu l'envie d'aller dans des écoles ou quoi, mais si ça avait été autant démocratisé à l'époque, avec autant de facilité de prendre un crédit étudiant, mais bien sûr que je l'aurais pris, c'est de l'argent qu'on me donne. Sans éducation financière, on te propose de l'argent, tu prends. Tu vois que l'instantané. Et l'année dernière, où il y a 2 ans, je vous avais dit, j'ai coaché une personne qui terminait ses études en septembre, et à qui la banque a donné un prêt étudiant au mois d'août. 1 mois avant l'obtention de son diplôme, elle a réussi à avoir un prêt étudiant. On ne marche pas sur la tête. La société est faite pour vous garder esclave et vous garder endetté et faciliter l'accès aux dettes. Point barre. Bref. Allez, je remonte un peu parce que j'ai fait un laïus là. Ça devient comme les States ici. Mais malheureusement, tout le mauvais côté qu'il y a aux États-Unis arrive un jour ou l'autre ici. Tout. Et je suis sûre que dans 10 ans, la crise des prêts étudiants va exploser. Malheureusement. Je suis encore sous le choc de l'analyse de mes comptes, mais j'ai 170 € de côté ce mois-ci. Merci Sam. Bravo Séverine, c'est très bien d'avoir le choc parce que l'analyse des dépenses sert principalement à ça. À te montrer où est parti ton argent le mois dernier au centime près. Donc plus gros est le choc, plus gros est la capacité d'épargne ce mois-ci. Donc bravo à toi d'avoir fait ça. Choisissez des voies d'alternance avec des débouchés faciles. Oui, tout à fait. J'aurais dû t'écouter quand j'ai choisi mon école privée, pire choix de ma vie. Mais t'es tellement pas le seul ou la seule, Naed. Salut Chris. Je confirme, j'engage et les diplômes, ils captent que dalle. Les gens qui ont l'envie, oui, mais bien sûr, parce qu'on va vous vendre, qu'avec ce diplôme, ça va vous ouvrir des portes, parce que si, parce que ça, ce qui compte pour une entreprise. Alors oui, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui vont discriminer par rapport au diplôme. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. En se disant, bon, bah, si elle a un diplôme de telle école, elle est plus haut dans la grille. Si elle a le même niveau d'études dans une autre école, elle est plus bas, machin bidule. Mais ça, dans 10 ans, ça n'existera plus. Les gens, ils ont compris que ce qu'il faut, c'est c'est percuter, comme dit Sarah.
C'est percuté. Il y en a combien des ingés qui font des méga écoles et qui savent pas lasser leurs chaussures? Je schématise, mais vous m'avez compris, tu vois. Bref. Allez, ma sœur a 2 pré-étudiants et elle n'arrive pas à vivre. C'est ma mère qui difficilement l'aide. Elle est en plein dedans. Donc ta sœur a sombré. Est-ce qu'elle travaille? Parce qu'elle n'arrive pas à vivre, mais ça veut dire, est-ce qu'elle travaille dans le secteur de son diplôme? Et est-ce que tu sais combien elle gagne par mois? Désolée, mais moi j'ai pas de diplôme et j'ai un salaire de bac+6. Bon, en même temps, je suis ici. Ta lucidité me fait rire. Sarah, t'es ici provisoirement parce que t'as un mauvais comportement avec l'argent. Et ça, c'est autre chose. Par contre, ce que tu dis, c'est que on peut avoir... Le salaire n'est pas corrélé avec les années de diplôme. Aujourd'hui, les bac+5, il y en a qu'on embauche au SMIC. Tu vois? Par contre, si tu es dans une niche, c'est même plus des niches d'ailleurs, si tu es dans des secteurs qui recrutent de ouf, où tu peux te former sans forcément faire 5 ans d'études, par exemple data analyst ou des choses comme ça, cybersécurité et tout, tu n'as pas besoin de faire un bac+5, bac+8. Et bien là, je peux te garantir que ton salaire, il sera cohérent. Grande ville, un plombier se fait plus qu'un cadre. Sans parler, exactement, sans parler de tous les métiers d'artisanat, et notamment plombier, électricien, peintre, machin, bidule, eux, voilà quoi, avec un CAP. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est pas parce que vous avez une bac+5 dans une grande école que ça va vous garantir 3 000, 4 000 de salaire. Sortez-vous ça de la tête. Vous allez juste vous endetter pour les 10 ou 15 ou 20 années de votre vie d'adulte. Mon boucher, il est tout le temps aux 4 coins du monde. Mais ouais, moi je connais un artisan pâtissier qui fait des super pains au chocolat, croissants et tout. Tous les 3 mois, il est au ski, il est dans les îles, il est machin. Il a la belle vie, quoi. Bref. Je connais quelqu'un qui a de graves problèmes d'argent et met de côté pour des enfants de 2 ans. Bah, écoute, tu lui feras réécouter la rediff du live sur YouTube où je parle de cette problématique. Franchement, Sam, merci beaucoup pour votre conseil qui nous aide beaucoup. Avec plaisir, Bana. J'aimerais tellement savoir gérer mon budget. Bah, t'es sur le bon compte en tout cas, Natacha. J'ai pas le bac, une équivalence bac+3 et je gagne très bien ma vie. Mais oui, mais aujourd'hui, on a fait un lavage de cerveau aux gamins, aux ados, là, pour leur dire ouais, si tu vas dans telle école, tu vas voir et tout. Et ils sont très bons, les commerciaux de ces écoles. Quand il y a des portes ouvertes et tout, ils sont très très bons, à la fois pour mettre en avant du bullshit sur leur site, mais aussi pour alpaguer le gamin, pour dire ouais, mais vous savez, ici, vous savez, quand ils sont tous réunis en amphi, là, les journées découvertes, ouais, on a des anciens étudiants aujourd'hui qui sont à tel endroit, ils ont tel salaire, etc. Donne-moi des vraies stats et donne-moi des vraies fiches de paye. Et après, on parlera. Tant que c'est des chiffres sur un PowerPoint, j'y crois pas une seconde. Moi aussi, si on n'épargne pas pour les enfants, on culpabilise. Tu culpabilises de quoi, Oumi? Je comprends cette idée de je veux leur offrir ce que moi j'ai jamais eu. Mais offre-leur déjà la stabilité financière. Je préfère que vous soyez stable financièrement et qu'ils ne voient pas leur mère pleurer dans un coin ou leur mère être stressée parce qu'elle vient de recevoir un commandement de payer ou leur mère en train de regarder tous les rayons en bas des magasins pour prendre vraiment le moins cher du moins cher du moins cher qui souvent est pas forcément le plus bon pour la santé, tu vois. Je préfère avoir quelqu'un comme ça qui soit pas stressé, qui pleure pas, qui soit à l'aise avec l'argent,
Plutôt que de me dire, bah moi je vais continuer à galérer, mais mon gamin il a 3 ans et je vais quand même lui mettre 20 € de côté. Non, vous faites les choses dans le désordre parce que vous réfléchissez avec vos émotions plutôt que de réfléchir mathématiquement et quelle est la priorité pour mon foyer. Je suis hyper volatile, je change de job et je prends 10% à chaque fois. Mais toi, t'as tout compris, So. T'as tout compris. Dites-vous que les meilleurs jumps de salaire se font quand vous quittez une entreprise pour une autre. C'est là où vous pouvez faire les plus grands bons en termes de salaire. Donc tu fais exactement ce que moi je conseille de faire. Moi, tu regardes mon CV, il y a pas beaucoup d'expériences où je suis restée plus de 3 ans. Je ne sais même pas s'il y en a une. Je pense qu'il n'y a même pas une entreprise où je suis restée plus de 3 ans. Résultat, j'ai fini une carrière de salarié. La dernière, c'était quasiment 60K à l'année. Et j'ai un bac plus 3 de la fac. C'était même un peu plus de 60K parce qu'il y a eu des évolutions de salaire. Tu vois ? Il n'y a aucune expérience quasi sur mon CV qui est de plus de 3 ans. Par contre, à chaque fois, développement personnel x10. Pour pouvoir justement monter en compétences, en soft skills, pour pouvoir vendre mon profil sur le marché, etc. Donc tu fais exactement ce qu'il faut, Sonia. Et je vous rappelle, on est pareil. On est pareil. Je te félicite. Pareil. Bravo, Sonia. Je te dis Sonia, mais pas du tout. Bravo. Et j'en connais aussi des assistantes qui sont à 70, 72. Donc bravo, t'as fait exactement ce qu'il faut. Big respect à toi. Et les chiffres qu'elle a donnés, c'est des vrais. Hein. C'est des vrais. Moi, j'étais à 60. Elle est à 70. J'aurais peut-être pu être à 70 si j'avais continué, tu vois. Donc, allez pas croire. Et zéro école de commerce, zéro école qui coûte la peau du sgeg, rien du tout. Elle est bac plus 2, moi je suis bac plus 3, j'ai fait mes études à la fac. Et j'étais boursière. Donc même pas, tu peux même pas dire ouais mais tes parents, machin. Non, tu vois. Anyways. Allez, on remonte. Moi, 6 ans avec du chantage en mode augmente moi où je pars. Si ça marche, pourquoi tu... C'est pas du chantage en fait. Attends. Okay. C'est pas du chantage. C'est que tu forces ton entreprise ou ton employeur, ton N+1, à reconnaître ta valeur. Parce que t'inquiète pas que si t'atteignais pas tes objectifs, il te donnerait toutes les raisons pour pas t'augmenter. Donc si tu vois que dans le e-book, il y a une partie où je vous montre comment, dans le chapitre augmenter ses revenus, je vous dis comment, entre guillemets, demander une augmentation. Une augmentation, tu viens pas dans le bureau de ton N+1 en disant bon allez, moi j'ai mes factures qui ont augmenté donc je veux une augmentation. C'est pas comme ça. Ça se prépare, on met les chiffres à plat, on fait son portfolio, on met les arguments de son côté, on atteint ses objectifs. C'est comme ça qu'on demande, j'aime pas le terme, mais qu'on se rend à l'évidence que bah voilà, les objectifs ont été atteints, je suis même allée au-delà de mes objectifs, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc aujourd'hui, la prime ou l'augmentation de salaire, elle va être de temps. Et après, c'est de la négo. Mais bien évidemment, Bonjour de l'île Maurice. Oh là là. Salut grosse feuille. J'espère qu'il fait beau. J'ai un crédit jusqu'à 2032. Est-ce que je demande à la banque de l'acheter pour faire des prélèvements moi ? J'ai pas compris ça. Est-ce que tu es en train de l'acheter ? Enfin, je comprends pas. Tu as un crédit jusqu'à 2032. Tu veux demander à la banque de l'acheter.
C'est-à-dire que tu veux demander à une autre banque de racheter ton crédit? C'est ça? J'ai pas bien compris. Une réponse STP. Alors attends, Queen, je vais voir. Repose-moi ta question peut-être parce que si ta question elle a été posée il y a 5 minutes, je verrai peut-être pas. Élevé ou je laisse comme ça. Alors attends. Ah, moins élevé. Donc tu parles de faire racheter un crédit à une autre banque. Est-ce que c'est bien ça, ça? La planque, c'est l'intérim. J'avoue, mes années en intérim, c'était la vida loca. C'était la belle vie. Je travaillais 6 mois, je partais 1 mois en vacances, je revenais, je savais que j'allais avoir du taf. Je travaillais 6 mois, 8 mois. Allez, des fois c'était 1 an. J'ai dû faire, je crois, 1 an en intérim. Et après, je leur disais, bah, je suis pas dispo de telle date à telle date, je pars en vacances. La vie, la belle vie d'intérim. J'avoue, j'avoue. Alors, le rachat de crédit, ça... Attends, je regarde le chien. Le rachat de crédit, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la banque, elle ne prête jamais d'argent gratuitement. Donc, même si elle te dit, ouais, vous allez gagner 1% d'intérêt, elle va forcément te les faire payer ailleurs. La banque, elle va te racheter ton crédit, par exemple, tu dois encore 30 000. Ça veut dire qu'elle va te le racheter, mais elle y gagne quoi dans l'histoire? Elle va forcément facturer quelque chose qui va faire que à un moment donné, tu vas donner plus que ce que tu devais. Donc, ce sera jamais une bonne idée, le rachat de crédit. Par contre, ce qui est une bonne idée, c'est que tu mettes à plat toutes tes dépenses, toutes tes entrées, que tu fasses un vrai budget, que tu le suives chaque semaine et que tu commences à épargner. Et avec cette épargne-là, une fois que tu as fait ton épargne de sécurité, tu vas pouvoir solder ton crédit bien avant 2032. Elle te propose sur combien de mois j'ai pas ma calculatrice là. Elle te propose sur combien de mois le crédit? Attends, remets-moi ta question du coup parce que je vois que tu veux une réponse mais je l'ai pas vue. Non, c'était pas c'était Queen. Qui est-ce qui m'a dit réponds-moi s'il te plaît? Pour les coachings, on pleure avant ou après? Il y en a qui pleurent à la séance de bilan, celle qu'on va faire la semaine prochaine, Sarah. Il y en a beaucoup qui pleurent parce que c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui vous fais pleurer, c'est juste que... Et il y en a qui pleurent pas du tout et qui sont très lucides sur leur situation. Mais ça m'est arrivé 2-3 fois, même plus, que face aux chiffres, au constat, et à un moment, tu craques. Quand tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même. Les gens qui font ça, c'est souvent les gens qui ont, entre guillemets, lâché l'affaire ou qui savaient qu'ils avaient des crédits, mais ils n'avaient jamais mis les chiffres à plat. Donc, souvent, ça peut arriver qu'en séance, les gens pleurent, ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que c'est les émotions qui doivent se lâcher et c'est la réalité qui est là, quoi. Les maths, ça ment pas. Donc, on verra la semaine prochaine, ça. Rien que là, je pleure. Ouais. Mais Diane, t'en es où, toi, du coup T'en es où? Parce que t'avais bien avancé, Bichette. Dis-nous un peu, donne-nous des updates.
Attends, j'ai pas compris. Euh, donc ton crédit actuellement va jusqu'en 2032. Et donc ça veut dire que t'as fait ton rachat de crédit, ça. Puisque tu dis que t'as validé le projet. Ça fait combien de temps que tu as validé le projet? Tu sais quand même que tu as 14 jours de délai de rétractation et tu peux refuser. Le projet, tu as 14 jours pour changer d'avis. Mais comment tu peux avoir validé un projet sans savoir combien de mois tu vas payer? Est-ce que tu peux aller chercher l'info, s'il te plaît? Elle a dû t'envoyer un mail ou des documents ou quelque chose. Tu peux pas avoir fait que à l'oral avec elle. Elle a dû t'envoyer à un moment des documents à signer. Sur ces documents-là, il y a écrit pour combien de mois et les frais de dossier, etc., etc. Est-ce que tu peux aller chercher cette information? On est encore en live un petit moment, donc voilà. Alors, oui, grâce à toi, ça va beaucoup mieux, mais tout ce découvert de 2000, j'en peux plus. Toi, t'avais une carte à débit différé, non? Tu l'as toujours? Et t'es à 2000 euros de découvert? Qu'est-ce qui va beaucoup mieux alors dans ce cas-là? Je comprends émotionnellement, mais du coup, les chiffres, c'est quoi les progrès en termes de chiffres? Et pourquoi depuis... Parce que toi, t'as fait l'atelier budget, je crois que c'était début septembre. Pourquoi t'as 2000 euros de découvert, Bichette? Tu as une mémoire sur les personnes? Bah, il y a des gens qui... Oui, pas tout, parce qu'il y en a plein, j'oublie leur... Ils m'avaient posé une question, genre il y a 3 mois sur un live, et ils viennent me donner des news, et des fois j'oublie. Mais il y en a, oui, qui me... Mieux dans le fait qu'à la fin du mois, mon salaire couvre. Oui, mais en septembre, t'avais combien de découverts? Est-ce que déjà t'as réduit? Il me semble que t'avais la carte à débit différé, donc est-ce que t'as réduit sur la carte à débit différé et t'es parti d'un découvert de combien? Je me rappelle plus. Alors, ça... Elle t'a fait une proposition par téléphone et tu dis que tu as validé le projet. Est-ce que ça veut dire que tu as signé électroniquement les documents ou juste tu lui as dit au téléphone, ouais, ok, c'est bon, envoyez-moi les documents? Et combien tu dois aujourd'hui à CTLM? Ah, elle a répondu en disant qu'elle n'a pas validé. Ah bon, bah alors j'ai mal lu. Recoucou, je ne sais pas budgétiser l'alimentation, je ne sais pas faire. TDAH. TDAH, c'est... Ne mettez pas... Je comprends que TDAH, ça peut te pousser un petit peu à plus manger, plus dépenser. Par contre, le TDAH n'excuse pas vos problématiques financières. Si tu suis la méthodologie, que tu es TDAH ou pas, tu verras des résultats. Peut-être ils vont arriver moins vite, mais ils seront là. Parce que la seule chose dont tu peux être sûr, c'est que les maths resteront toujours les maths. TDAH ou pas. Le budget, c'est mettre des chiffres dans une grille et suivre ces chiffres chaque semaine. Donc si tu te dis, parce que tu as fait l'analyse de tes dépenses, tu as vu que le mois dernier, tu as dépensé 400 euros en alimentation. Alimentation, c'est supermarché, marché, machin. C'est pas Uber Eats et c'est pas les restos, je le répète. Si tu as dépensé 400 euros en alimentation, ça veut dire que tu peux ce mois-ci remettre ce montant-là. 400 euros, tu vas le diviser par le nombre de semaines dans un mois, ça fait 4 semaines, donc 100 euros par mois. Si tu suis ton budget une fois par semaine, et TDAH, je te conseille même de le suivre 2 fois par semaine, moins longtemps, mais du coup 2 fois par semaine, tu vas rester sur les rails. C'est juste une histoire de cadre. C'est parce que je t'ai demandé ça. Je te demande, quand tu vas te connecter sur CTLM, à ton crédit, quel est le chiffre montant du capital restant dû? Tu dois avoir un chiffre. Est-ce que tu peux
te connecter et me donner ce chiffre au jour d'aujourd'hui. Ah putain, je comprenais pas ton commentaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'était l'aime, ouais, ces petits bonhommes verts là. Avec plaisir, Cristal. J'ai rien validé, c'était une proposition téléphonique de la banque. D'accord, bon bah j'ai mal lu tout à l'heure parce que j'ai cru voir que j'ai cru lire que tu as validé. C'est exactement ce que j'allais lui dire, Krina. Coucou. J'avais pas vu que tu étais sur le live et je me pose sur ton mail cet après-midi. J'allais exactement lui dire la même chose à Sarah. Ah là là. Allez, du coup, est-ce que ça nous a répondu? Parce que j'aimerais bien prendre l'exemple de ça, si j'ai toutes les infos, si elle arrive à retrouver toutes les infos, pour vous faire la démonstration. Mais je ne sais pas si on va avoir le temps. Tu te prives beaucoup, au contraire. Ah d'accord, parce que normalement les TDAH, ils me disent en général... ouais, je vais faire les courses 4 fois par semaine et dès que je veux un truc, je l'ai. Et en fait, j'arrive pas à me concentrer dans les magasins. Il y a tout qui me fait envie, donc je prends tout. Donc c'est pas... Voilà. Déjà, il y a plein de moyens d'éviter ça. Mais toi, si tu dépenses moins, du coup, je vois pas pourquoi ton budget alimentation te poserait un problème. Sauf si tu me dis, je m'alimente qu'une fois par jour. Auquel cas... mais je suis pas sûre que ce soit le cas. Salut Marty. Quelle est la meilleure banque que vous me conseillez? Ah putain, là on va pas parler banque. Hier on en a parlé beaucoup. Pas hier, avant-hier. Les banques en ligne, quelles qu'elles soient. Moi je suis chez Boursobank et c'est celle qui me convient. Si tu cherches la banque ou une des banques les moins chères, ce sera toujours des banques en ligne. Parce que les banques physiques, aujourd'hui, sont beaucoup plus chères que n'importe quelle banque. Les banques physiques sont beaucoup plus chères que n'importe quelle banque en ligne. Les cartes sont gratuites dans toutes les banques en ligne. L'option de base, elle est gratuite, là où une banque physique, tu vas payer entre 12 et 20 balles pour une carte. Après, si tu me dis, quelle est la meilleure banque physique, jamais je vous conseillerais une banque physique. Voilà, parce qu'elles sont toutes plus ou moins chères et que derrière, il y a des conseillers qui vont essayer de vous prendre de l'argent, vous vendre des merdes, vous arnaquer, vous mentir, machin, bidule. Donc je ferai jamais de recommandations sur des banques physiques. Bon, bah ça nous a pas répondu, c'est ça? Grâce à tes conseils, depuis juillet, plus de 3/4 de dettes et crédits remboursés. Bravo Capu. Bravo, bravo. Est-ce qu'il faut absolument rembourser un prêt voiture? Il reste 4600 sur le principal, tu veux dire sur le capital? Bah ça dépend, MLE. T'as combien aujourd'hui en épargne pour... Parce que ta question, c'est est-ce qu'il faut absolument rembourser? Est-ce que déjà, tu as de quoi rembourser aujourd'hui avant de te poser la question? Après, si ça te plaît d'être endetté et de traîner un crédit encore pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est toi qui vois, mais t'es pas sur le bon live. Je vais jamais vous dire, si vous avez l'argent, surtout ne soldez pas un crédit. Jamais de la vie. J'ai tout regardé sur mon profil CTLM, je n'ai pas trouvé. C'est impossible. Normalement... Quand tu rentres sur ton profil, parce que je me rappelle, moi des crédits CTLM, j'en ai eu, hein, tu as, sur la page d'accueil, tu as montant restant dû. Ah, est-ce que c'est un... Non, c'est pas un crédit renouvelable, puisque tu as une date de fin. Le crédit renouvelable, il n'a pas de date de fin. Donc normalement, tu as montant restant dû, et après, en dessous, tu as prochain prélèvement, tatati, tatata. Regarde la page d'accueil, tu as forcément cette information. Alors, mais sur le profil, tu as le montant du prêt. Oui, c'est ce que je lui dis du coup. Tu as forcément l'information.
peux faire effort 150 supplémentaires par mois. Alors, plutôt que d'augmenter tes mensualités de crédit de 150 €, je te conseille de mettre ces 150 € en épargne, en plus de l'épargne que tu fais d'habitude tous les mois. Ce sera plus rapide de solder en une fois le crédit avec l'argent que vous avez en épargne, plutôt que d'augmenter les mensualités. Augmenter les mensualités, c'est vraiment le deuxième choix si vraiment votre crédit, genre il est à, allez, on va dire à 8 000 € et que vous avez flemme d'attendre d'avoir 8 000 € sur l'épargne. Du coup, vous vous dites, moi aujourd'hui, en me restreignant sur tout, je peux mettre 200 € en plus dans ma mensualité. Je ne veux pas attendre d'avoir les 8 000 € ou ce ne sera pas 8 000 parce qu'au moment où vous aurez la somme, le crédit, il aura automatiquement baissé. Mais voilà, dans ce cas-là, oui, mais je conseille toujours, le meilleur choix, c'est d'avoir l'argent en épargne pour le solder en une fois. Attendez, j'ai TikTok qui me demande de faire le petit code de vérification. Voilà. Je me prive car plein de dettes que je rembourse vite grâce à toi et traumatisée par ces événements. Bah c'est bien, du coup je comprends pas ta problématique, Queen. Si aujourd'hui tu préfères faire des putains d'efforts et de sacrifices au point de baisser ton budget alimentation, mais c'est pas que là où tu dois faire des efforts, ok, mais du coup je comprends pas ta problématique. Alors, j'ai pas compris pourquoi il faut pas solder un crédit. C'est pas ce que j'ai dit, Dunlop. Bon, ça, je vois pas ton commentaire. En tout cas, je vois pas tes réponses. Est-ce que t'es retourné sur cet LM? J'arrête pas de tapoter. Merci, maman. J'ai bien reçu votre conseil. Je vais faire comme ça et solder fin 2026. En tout cas, tu vas gagner du temps. C'est sûr que tu le solderas bien avant la date de fin. Moi, les efforts commencent à payer depuis que je t'écoute. J'ai pas bougé de ma chambre, donc zéro dépense. C'est très bien, Sarah. Reste comme ça jusqu'à... je crois qu'on se voit lundi, nous, en coaching. Donc, bouge pas non plus ce week-end. Bon, bah allez, on n'a pas le retour de ça, donc je vais prendre d'autres questions. Si j'ai pas répondu à votre question, je suis en bas du chat, n'hésitez pas à les remettre, sans spammer s'il vous plaît. Les gens qui spamment, je ne lis pas les commentaires. Peux-tu aider sur une IDE libérale qui a beaucoup de dettes? On se tâte à faire un dossier de surendettement. Ce serait dommage, l'INSEE. J'ai accompagné l'année dernière L'année dernière ou c'était quand? Une infirmière libérale qui était un peu en galère, qui avait oublié la Carpinco, un truc comme ça. Je crois que vous appelez ça Carpinto ou Carpinco. Bref, elle avait 5 000 € qu'elle avait oublié de payer. Du coup, bah voilà, au secours, comment on fait? Bah du coup... en coaching, on a mis tout à plat, elle a eu son plan d'action, elle a suivi correctement le plan d'action, toutes les semaines elle savait ce qu'elle devait faire, elle savait combien, je crois qu'elle facturait tous les 15 jours ou je sais plus à quelle date étaient ses facturations, ce qu'elle devait payer, on a tout remis en ordre, et voilà. Donc c'est facile je fais de l'accompagnement pour les entrepreneurs individuels, quels qu'ils soient. Est-ce que tu as des gens qui gagnent très bien leur vie en coaching? Oui, j'en ai beaucoup. J'ai toutes les catégories socio-professionnelles. C'est la richesse
voilà, de mon accompagnement, c'est que je vois de tout. J'ai vu des mamans solo qui galéraient, j'ai vu des gens qui gagnaient entre 7 000 et 11 000 par mois et qui n'avaient pas un copec en épargne. Il y a quelques mois, j'avais une pédopsie. J'ai pas mal de personnes dans la... Pas mal. J'en ai quelques-unes dans la santé. Donc oui. Tu as des ministres aussi, car ils auraient besoin de ton aide. Ouais, ceux-là, je les bloque. Ils savent très bien ce qu'ils font, nos chers ministres. Pas de souci pour ma part, mais j'adore vous écouter. Écoutez vos conseils, il en faudrait plus comme vous. Bah merci Minity, tu sais, mes conseils sont pas que pour les gens endettés, hein, c'est de l'éducation financière, donc déjà ça t'apprend les bases, ça t'apprend à prendre les bonnes décisions. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as ta base d'éducation financière, tu peux prendre tes bonnes décisions. Donc après, ton futur financier, il est tout tracé. Quelle est ta problématique, Frédéric? Pose-moi ta question. C'est pas parce qu'on gagne bien que l'on sait gérer, absolument. Et je vous dis toujours, le plus important, c'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez. Ta question est encore bloquée. Je pense que ça fait 4 fois que tu viens sur le live Rainbow, que personne ne voit ta question. Donc est-ce que tu peux la mettre genre en faisant peut-être des fautes d'orthographe ou en la coupant en 2 fois si voilà, tu fais 2 commentaires? Parce que je suis intriguée par ta question. Pourquoi TikTok bloque à chaque fois ta question? Je ne sais pas. Mais voilà. R, tu as toutes les infos dans mon lien en bio. Tout ce qui est e-book, coaching, voilà, l'accompagnement sur 4 semaines ou 12 semaines, vous avez toutes les informations dans mon lien en bio. Si vous êtes abonné à ce compte-là, vous pouvez voir mon lien en bio. Sinon, c'est sur mon site www.madetox.com. Madetox avec 2 T. Merci Mamour, je vais l'épingler. Hop, voilà, ça c'est le nom de mon site pour ceux qui ne voient pas le lien en bio. Je peux plus avoir de crédit, je ne suis pas interdit bancaire. Ok. Et du coup, quelle est ta question? Tu peux plus avoir de crédit, c'est une bonne chose, et tu n'es pas interdit bancaire, c'est une bonne chose. Mais du coup, je comprends pas. Oui, je donne pas de conseils en investissement. Merci Krina. Ceux qui ont des questions sur de l'investissement, je ne parle pas d'investissement. Jamais. Je voulais faire un crédit. Pour quel motif, Frédéric? Tu voulais faire un crédit, pourquoi? Bon, ça, est-ce qu'elle est encore sur le live? Elle a lâché l'affaire d'aller chercher les infos. En tout cas, ça, si tu nous écoutes encore, je te conseille, mais vraiment comme une grande sœur, de mettre les chiffres à plat. Ce que tu as vendu au téléphone, la banque, et c'est pas pour rien qu'elle a dû faire que du téléphone, parce que si elle avait mis les chiffres à plat, tu aurais peut-être été surprise si tu les avais regardés. Ce n'est pas la bonne solution. Sauf si tu nous donnes les chiffres là et qu'on fait la démonstration. Mais s'il te plaît, ne cède pas au rachat de crédit. Tu vas le regretter plus tard. Frédéric, du coup, a-t-on sa réponse? Non. Allez. Pourquoi tu ne parles pas d'investissement? Tu trouves ça mauvais? Absolument pas. C'est très très bien. Quand c'est très bien fait. L'investissement, c'est particulier. C'est très très vaste et chacun doit se poser une multitude de questions et faire un travail sur sa situation perso, ses objectifs, sa tolérance au risque, avant même de mettre un seul euro en investissement. Donc vu que c'est très particulier,
et que ça dépend de chacun, des objectifs moyen long terme de chacun, je ne parle pas d'investissement. C'est quoi un rachat de crédit? C'est de la merde. Bonjour, peux-tu expliquer le taux d'un crédit sachant que le 5% n'est pas comme on le pense? C'est quoi les 5%? Il sort d'où ce chiffre? J'ai pas compris. Les taux, c'est des taux annuels qu'on vous donne. TAEG, taux annuel effectif global. Donc quand vous avez un crédit avec un taux de 5%, c'est pas genre vous allez payer juste 5% du montant que vous allez emprunter en intérêt. Non. C'est 5% à l'année. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que moi je vais emprunter 10 000 et j'aurai que au final 500 à payer, donc ça fait un crédit à 10 500. Allez, c'est pas grave. C'est absolument pas comme ça qu'on calcule un taux d'intérêt. C'est pas 500 €. C'est 5% à l'année sur X années de votre crédit. Ce qui peut faire des fois 2000, 2005 en fonction du capital que vous avez employé. Le meilleur exemple, c'est les prêts immobiliers. Parce que les chiffres sont tellement énormes. Quand tu veux emprunter, et là je fais un exemple random, mais genre tu vas dire, moi j'ai fait un crédit à la banque 150 000 pour acheter un appart. Quand tu vois à la fin de ton... D'ailleurs, c'est marqué dans les documents. C'est pour ça que je demandais à ça tout à l'heure d'aller chercher les documents que la banque aurait dû lui envoyer et pas que à l'oral. Parce qu'à l'oral, elle peut vous raconter de la merde. Ce qui compte, c'est vraiment les chiffres. Quand vous faites le calcul, pour peut-être 150 000 € empruntés, vous allez payer 30 000 € d'intérêt. Donc vous allez rembourser 180 000. Et pas 1000 ou 2000 ou 3000 € parce que vous avez pris le pourcentage et que vous l'avez juste ajouté au montant qu'on vous prête. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup font, c'est qu'ils ne savent pas calculer un taux d'intérêt. Enfin, ils savent pas. Ils savent calculer, mais ils ne savent pas comment il est appliqué. Taux annuel effectif global. C'est un taux annuel. Donc si c'était ça ta question, voilà. Ah bah voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas... faites les calculs. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis toujours, mettez les chiffres à plat. Quand vous empruntez à 5%, il ne faut pas rajouter 5% sur le montant que la banque vous donne. Parce que c'est hyper... C'est pas comme ça qu'on calcule un taux d'intérêt. Quand vous mettez... Normalement, la banque, elle vous donne coût total du crédit. C'est une information qui doit être écrite. Coût total du crédit. Combien le crédit va vous coûter? Combien ça va vous coûter pour emprunter ça? Et c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Il y a aussi les frais de dossier, l'assurance, machin bidule, il y a plein de choses qui viennent avec. Qui fait que quand on met les chiffres à plat, chose que j'arrête pas de vous rabâcher, mettez les chiffres à plat, ne me croyez pas, ne croyez personne, ne croyez pas la banque, ne croyez personne, mettez les chiffres à plat. Est-ce avantageux de rembourser son crédit IMO avant terme? Quel que soit le crédit, c'est toujours avantageux de le rembourser avant terme. Parce que tu gagnes des années et tu gagnes des intérêts. Se référer au tableau d'amortissement, par exemple. Effectivement. Vous allez voir dans le tableau d'amortissement, quel que soit le type de crédit, normalement la banque a l'obligation de vous donner votre tableau d'amortissement. Vous avez le capital emprunté, ensuite vous avez le taux d'intérêt, ensuite vous avez les assurances, les machins, les bidules. C'est ça qu'il faut regarder en fait. Tu vois? C'est la colonne intérêt, c'est-à-dire que tous les mois vous allez payer 50, 60, 100, 200, 300 € en intérêt. C'est pas juste on met le pourcentage, on rajoute le pourcentage du taux aux chiffres que la banque nous prête. C'est pas comme ça que ça se passe, sinon jamais elle vous prêterait de l'argent. Bien souvent, c'est 50% d'intérêt. Pour des gros crédits sur un gros capital et une grosse durée, ça peut représenter ça. 50, ça fait mal au cul quand même. Et Jiane travaille en banque, donc si elle nous dit que ça peut être à 50% d'intérêt, c'est...
Le chiffre, bien évidemment, jamais on va vous l'écrire, mais quand vous comptez intérêt comme beaucoup ont en tête, c'est-à-dire que vous allez payer sur, 400 000 euros, bah, vous aurez donné près de 200 000 euros à la banque en plus en intérêt. Là, ça pique. Donc vous avez remboursé 600 pour 400 empruntés. Là, ça pique. Si on rembourse par anticipation, la banque rembourse les intérêts. Ça veut dire quoi, rembourse? Les intérêts s'arrêtent au moment où tu soldes le crédit. Si tu as un crédit qui va jusqu'à 2035, 2040 et que tu décides de le solder aujourd'hui, les intérêts s'arrêtent à aujourd'hui. Tu ne vas pas payer les 10 ans d'intérêts que tu aurais dû payer si tu étais allé au bout du crédit. C'est pour ça que je vous dis, il y a tout intérêt à vous désendetter avant la date, à solder vos crédits en anticipé. Oui, mais les IRA, c'est pas grave. Déjà, il n'y a que certaines conditions où tu peux avoir des IRA, donc indemnité de remboursement anticipé. Souvent, c'est dans les prêts IMO, quand vous ne les avez pas négociés. Et d'ailleurs, c'est que dans... Ou alors quand vous remboursez plus de 10 000 euros sur un crédit autre. Mais en général, les gens, ils ne remboursent pas 10 000 en une fois. Ils remboursent souvent, pour solder un crédit, c'est souvent, quand tu le soldes, c'est souvent moins de 10 000 euros. Donc quand c'est moins de 10 000 euros, tu as 0 IRA, c'est illégal. La banque n'a pas le droit de te facturer des frais, quels qu'ils soient. Par contre, si tu n'as pas négocié les IRA et que tu as un prêt IMO, même si tu as des IRA, ce sera toujours, et encore une fois, ne me crois pas, mets les chiffres à plat, ce sera toujours plus intéressant de solder ton crédit en anticipé en payant 200, 300, 400 euros d'IRA qu'en l'amenant à son terme. Désolé Sam d'insister, mais besoin d'un conseil. Peut-on demander une suspension SATD et demander un échéancier? La problématique, Sandra, c'est que là, tu es dans la position la pire pour demander un échéancier. Ils ont fait un SATD. Très souvent, ils font... Non, SATD, c'est saisie administrative à tiers détenteur, donc c'est saisie sur compte ou saisie sur salaire. Quand on en arrive à la saisie, c'est que toutes les demandes de règlement amiable n'ont pas marché. Est-ce que déjà tu peux nous dire si c'est le cas? Oui, les IRA, merci Gianne de préciser, les IRA sont encadrés par la loi. Il y a 2 modes de calcul et la banque est obligée de prendre le calcul le plus intéressant pour le client. Donc encore une fois, c'est pas la banque qui décide des IRA, de combien elle va vous prendre. Vous allez sur servicepublic.gouv.fr, vous tapez IRA, vous avez les 2 modes de calcul et il est bien écrit que vous avez, en tant que consommateur, le calcul le plus avantageux pour vous. Donc la banque ne fait pas ce qu'elle veut. Bref, on revient à Sandra. Sandra. Tu as eu des relances, mais tu t'en es pas occupé. Est-ce que c'est ça? Bienvenue, Momotown. C'est pas que pour les endettés, hein. Moi, j'ai une expertise en désendettement du fait de mon parcours, mais tout ce que je dis là, c'est de l'éducation financière. Donc, même s'il y a des choses qui ne vont pas te concerner quand je parle de désendettement, il y a forcément des choses que tu peux apprendre ici. Voilà, donc Sandra, première chose à faire, accepter sa responsabilité, accepter d'avoir merdé et accepter d'avoir laissé traîner les choses. Donc, une saisie, elle arrive rarement out of the blue, genre de nulle part. La saisie, c'est quand les demandes amiables ont échoué. Donc, tu n'as pas voulu demander d'échéancier au moment où tu pouvais. La problématique, une fois que l'huissier a son titre exécutoire et que la saisie, elle est effective, il est en position de force parce que maintenant, il a accès directement à ton salaire ou à tes comptes. Donc, en fait, il n'a même plus besoin de parlementer avec toi. Ok, tu nous as pas répondu, tu n'as pas voulu arranger les choses avant. Ok, ben on va prélever à la source. Donc tu peux quand même, je ne sais pas qui est ton créancier, si c'est un huissier, si c'est le trésor public, tu peux quand même, en fonction de si par exemple tu vas être saisi encore pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu peux leur faire une demande à l'écrit, jamais à l'oral,
en disant que la SATD, bah oui, t'as fait l'autruche, oui, parce que t'étais, j'en sais rien, en burn-out, t'étais en dépression, en machin bidule, t'as pas voulu t'occuper de ça, t'étais un peu submergé par toutes tes dettes, machin bidule, mais que du coup, là maintenant, t'as repris du poil de la bête et t'es prête à affronter tes problèmes et t'es prête à trouver une solution, et que le fait que cette saisie se poursuive dans le temps ne va faire qu'aggraver ta situation, et que tu demandes la mise en place d'un échéancier. Le problème, c'est que si ils arrivent à prendre, on va dire, 400 € sur ton compte ou sur ton salaire, et que toi, tu proposes un échéancier de 50 €, ils n'ont aucune raison pour arrêter la saisie. Mais dans tous les cas, tu peux quand même faire la demande, tu mets les chiffres à plat, et peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un de compréhensif et qui va dire ok, bah alors faites-nous un premier versement à telle date, et on peut suspendre la SATD. Et si tu as ça par écrit, ta seule mission, c'est de respecter les échéanciers, parce qu'il suffit que tu aies du retard ou que tu ne payes pas une échéance pour que automatiquement là ils te refoutent dans la merde. De toute façon, tu n'as rien à perdre à faire une demande d'échéancier. Par contre, la demande d'échéancier, il y a des moyens. Tu peux regarder les rediffs des lives où j'en parle ces dernières semaines. J'ai abordé plein de fois le sujet. Rediff du live, c'est sur YouTube pour ceux qui ne savent pas. Tu leur fais une demande. Je vous dis tout le temps comment faire tes demandes d'échéancier, quoi mettre, etc., etc. Il faut que le montant que tu proposes soit proche quand même du montant saisi. Encore une fois, s'ils te saisissent 400 et que toi tu proposes 50, il n'y a rien qui va les forcer, parce que en 6 mois ils peuvent récupérer la dette et toi tu leur proposes 2 ans ou je sais pas combien, tu vois. Donc voilà, tu mets tes éléments là, et au pire du pire ils te disent non. Et dans ce cas-là, bah, tu passes au niveau supérieur, c'est-à-dire que bah, tu baisses tout ce que tu... D'ailleurs tu devrais déjà le faire. Tout ce que tu peux baisser dans ton budget. Il n'y a plus de Netflix, il n'y a plus de Prime, il n'y a plus de rien du tout, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de Uber, il n'y a plus rien. Il y a juste les charges essentielles. Et tu vas trouver des moyens d'aller faire rentrer du cash. T'as pas d'autre solution, ma chérie. Oui, j'ai passé ma journée avec toi sur YouTube hier, comme t'as pas fait de live, oui. Je devais faire un live en plus hier, mais j'ai eu un rendez-vous qui s'est fini à 12h30 et après j'avais plus la force pour lancer un live. Mais voilà, si je vous manque, vous avez ma chaîne sur YouTube, vous pouvez aller voir. Ah, si la saisie n'est pas encore effectuée, donc ça veut dire que tu as reçu un titre exécutoire, c'est ça? Tu as reçu par mail ou par courrier un titre exécutoire qui te dit que la saisie va avoir lieu. Et est-ce que c'est une saisie sur compte ou une saisie sur salaire, Sandra? C'est incroyable ça. Oh, merci, merci. Je sais pas comment vous faites pour être bercé par ma voix. Je vous comprends pas, mais il y en a une qui s'était endormie. L'autre fois, elle m'a dit, j'ai écouté ton live, ça m'a endormie. Je sais pas comment je dois le prendre d'ailleurs. Les deux comptes et salaires. Dès que j'ai un coup... Attends, qu'est-ce qu'elle dit, Jeanne? Dès que j'ai un coup de mou ou de blues, hop, YouTube, et écoutez, ça redonne la pêche. Bon, bah c'est cool. Par contre, Jeanne, tu m'as pas répondu, ou j'ai pas vu ta réponse sur pourquoi il y a encore les 2000 € de découvert après 3 mois de reprise en main de ton budget, ma chérie. Moi, tu me fais peur. Je check mon application bancaire dès que j'entends ta voix. Ah, vous me faites rire. Alors, Sandra, les deux comptes et salaires. J'ai pas compris, Sandra. Hier, j'ai mis un échéancier en place. C'est très bien, Dizo. Tu l'as mis par écrit, et est-ce que tu as eu un retour? Oui, j'ai compris. Tu as une saisie sur compte et une saisie sur salaire. Mais ça veut dire que tu as reçu est-ce que c'est un avis, c'est-à-dire mise en demeure avant saisie, ou est-ce que c'est un titre exécutoire qui autorise l'huissier ou le créancier à venir chercher sur ton compte? Est-ce que tu as reçu la preuve que tu vas avoir des saisies? Et si oui, deuxième question, est-ce que tu as contacté ton employeur, donc le service RH,
Ou est-ce que du coup, c'est peut-être ton employeur qui t'a contacté? Et est-ce que ça va être sur la paye, la prochaine paye, ou... Dis-moi. Bonjour. Sam, ne me dis pas que c'est la fin du live. Mister Sam qui arrive toujours... Et c'est pas la fin, il reste 15 minutes. Faut que je bloque à 2h, j'ai un rendez-vous. Non, on n'augmente pas les mensualités. C'est le deuxième choix. Je préfère au pire du pire que vous augmentiez les mensualités plutôt que de ne rien faire. Mais mon premier choix, c'est de tout mettre en épargne pour le solder en anticipé en une seule fois. Tu vas gagner du temps et des intérêts. Grâce à tes conseils, finis les dettes qui s'accumulent. Un gros merci, ça, avec plaisir. C'est quoi le nom de la chaîne YouTube? C'est Samashita, tout attaché. @SAMASHITA. Ma conseillère veut toujours me contacter par tel et me dit que mon assurance n'est pas résiliée. Ne les prenez pas. Ta conseillère, donc j'imagine que c'est la banque. Yaya. Il y a pas. Il y a deux choses à faire. Déjà, tu réponds pas au téléphone et tu lui dis là je suis au travail et merci de m'envoyer un mail. Basta. Deuxièmement, quand c'est toi qui veux la contacter pour lui donner des instructions, tu passes par ton appli bancaire. Dans votre appli, vous avez l'icône « Contacter mon conseiller ». Ils ont à peu près 48 heures pour traiter les demandes qui arrivent. Ne faites jamais rien à l'oral, ni avec la banque. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais déconseillé à ça tout à l'heure. Je lui ai dit « Va chercher les chiffres » et en fait, elle n'a pas de chiffres parce que la banque lui a dit tout à l'oral. Ne faites jamais rien à l'oral, ni avec la banque, ni avec les sociétés de recouvrement, ni avec personne. Tout à l'écrit. Deuxième chose, c'est pas la banque qui va te dire si tu as le droit ou pas de résilier une assurance. Je ne sais pas de quelle assurance tu me parles, mais dans tous les cas, ce qui fait foi, c'est le contrat. Tu vas chercher ton assurance, tu vas lire la clause où il y a écrit résiliation. Et tu vas voir dans quel cas tu peux résilier. Est-ce que tu peux résilier chaque année à la date anniversaire en envoyant un LRAR? Est-ce que tu peux résilier pour telle et telle chose? Si tu ne comprends pas, tu mets ce paragraphe-là, tu le copie-colles dans ChatGPT et tu lui dis est-ce que pour tel motif je peux résilier mon assurance? C'est tout. Il n'y a pas de la banque elle veut pas. Il y a le contrat. Le contrat dit. Et si le contrat dit que pour X raison tu ne peux pas résilier, bah, tu ne peux pas parce que c'est contractuel. Par contre, très souvent ça arrive que la banque, parce qu'elle sait que vous n'allez pas vérifier ce qu'elle vous dit, donc elle peut vous raconter de la merde. Et elle peut vous dire, ah ben, c'est arrivé à Krina. Est-ce que Krina, elle est encore là? Krina, est-ce que tu es encore sur le live? Est-ce que tu es encore sur le live, Bichette? Tu cartonnerais en entreprise? Je sais. Si tu veux que j'intervienne dans une entreprise sur l'importance de l'éducation financière et du désendettement, envoie-moi un mail, il n'y a pas de souci, je suis dispo, je suis mobile. Krina, elle est là. Krina, c'est quelqu'un que j'ai eu en coaching et qui un jour m'a envoyé un WhatsApp en me disant je veux résilier une assurance je sais plus quoi et la banque me dit que je ne peux pas et que si je crois que c'est une assurance bullshit en plus, assurance découvert, et la banque me dit que si j'annule l'assurance ça veut dire que j'annule mon découvert. Voilà, est-ce que je mens ou pas? Donc elle m'envoie ça, je fais mes recherches, je me dis tiens c'est bizarre et tout, et en fait non. À l'oral, elle lui a dit non, ou à l'écrit, non, et en plus je sais même plus si c'était à l'oral ou à l'écrit, bref, elle l'a bullshité. Genre, ah vous enlevez votre assurance découvert, ça veut dire que vous enlevez votre découvert. Donc en fait elle avait un découvert, et en fait la banque lui a fait croire que si elle résiliait cette assurance, automatiquement le découvert allait être résilié. En fait, j'ai cherché le nom de cette assurance machin bidule et je lui ai fait un texte en réponse qu'elle a envoyé à son conseiller. Et bizarrement, la réponse a été « Ah bah oui, non, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez garder... oui, tout à fait, vous pouvez garder votre découvert, on va résilier l'assurance. » Tu vois à quel point ils sont tordus? Ils vont tout faire pour qu'ils puissent te traire encore des mois et des mois. Donc, première chose, on ne prend rien à l'oral. Deuxième chose, on vérifie toujours l'information qu'ils nous donnent. On ne les croit pas. Troisième chose, tu regardes ton contrat et tu regardes la clause de résiliation. Tu fais un copier-coller de ce pavé-là et tu dis à ChatGPT, explique-moi, j'ai rien compris. Je veux résilier, est-ce que je peux et sous quelles conditions?
Et là, ensuite, tu lui fais un mail en disant « Je suis étonnée de votre retour. Conformément à la clause de résiliation, il semblerait que j'ai absolument le droit de résilier, donc je vous demanderai de faire le nécessaire, blablabla. » Elle va te dire « Faites-nous un courrier en accusé de réception, machin, bidule, et basta. » C'est tout. Il n'y a pas à les prendre au téléphone, il n'y a pas à leur demander l'autorisation de faire quelque chose. C'est toi le client, c'est toi qui donnes l'instruction. Sauf que pour donner une instruction, il faut que tu aies l'information, et la bonne information. Voilà, Krina, elle a fait pareil avec plein d'assurances. Cet exemple-là, il est flagrant. Déjà, je ne savais même pas que les assurances découvertes, ça existait, c'est elle qui me l'a appris. Mais tu te rends compte du vice de la banque? Elle lui a dit, si vous enlevez votre assurance, ça veut dire que vous résiliez votre droit au découvert. Alors, je ne prône pas le découvert, mais là, elle lui a... L'objectif, c'était qu'elle lui fasse peur et que Krina se dise « Oh putain, bah non, j'ai besoin de mon découvert, donc bah tant pis, je vais garder cette assurance. » Alors que dans le contrat, il était bien écrit que ça n'avait absolument rien à voir. En plus, c'était une connerie là. Tous ceux qui ont des assurances découvert, allez voir pourquoi vous êtes assuré. Vous êtes assuré en cas de décès pour que ce ne soit pas vos enfants qui payent le découvert. Donc n'importe quoi cette assurance en plus. Donc, encore une fois, ne croyez rien de ce qui sort de leur bouche. Allez, on continue. Donc je sais plus qui c'était, mais en tout cas j'espère que voilà, tu vas faire le nécessaire. Bonjour, est-ce que si on est insolvable, on peut contester les frais bancaires dus à l'avis à tiers détenteur? Bah, si tu es insolvable, techniquement tu peux pas avoir de saisie sur salaire, puisque logiquement la règle veut que la banque est obligée de te laisser le minimum insaisissable, qui est l'équivalent du RSA. Donc je ne sais pas ce que toi tu appelles insolvable. Sam, moi je sais vendre. Toi, tu as de la compétence, je te vends aux entreprises. Ouais, c'est très bien. T'es en Belgique, toi, en plus. Je suis jamais allée en Belgique. Allez, on fait un deal, Sarah. Ça marche. Ah merde, j'ai envoyé une invitation. Sarah, si c'est toi, je suis désolée, c'est mes gros doigts. Je sais pas. Si j'ai envoyé l'invitation à quelqu'un, c'était une erreur. Mais oui, sachez que j'interviens auprès des entreprises. Si vous voulez m'avoir dans votre entreprise sous forme de conférence ou faire un atelier budget ou un atelier désendettement ou quoi ou qu'est-ce, ma mission, c'est de montrer à tout le monde qu'on peut avoir une stabilité financière, sous quelque forme que ce soit. Donc voilà. Mes vendeurs sont tous endettés. Bah, tu vois, c'est pour ça, encore une fois, que je dis, c'est pas parce que tu as de l'argent que ta situation financière est belle. Et justement, plus tu as de l'argent, plus tu crois que tu peux tout acheter. Et parce qu'il y a de l'argent qui rentre, la banque, elle va te laisser cumuler des découverts à 2 000, 3 000 euros. Alors que factuellement et mathématiquement, tu es plus endetté que quelqu'un qui est au SMIC et qui arrive à gérer tant bien que mal ses comptes. Faut pas croire. Moi, je suis jamais... je suis jamais impressionnée quand quelqu'un me dit bah moi mon salaire il est de temps, parce qu'en fait ça ne me donne aucune information sur sa santé financière, aucune. Mon salaire il est de 11 000 euros, mais par contre tous les mois je claque 12 000. Et ben mon gars, t'es encore plus en galère que quelqu'un qui a le SMIC et qui gère bien ses comptes, tu vois. L'avantage d'avoir 11 000, et je repense à la chirurgienne dentiste que j'avais eue en coaching il y a 2-3 ans. L'avantage, c'est que du coup, bah, le jour où tu te remets sur les rails, bah, tu sors de l'endettement beaucoup plus vite parce que bah, tu as un salaire conséquent qui te permet en 1 mois, 2 mois, 3 mois de solder quasi toutes tes dettes. Moi, chez Boursorama, j'avais 10 euros et ils m'ont fait 75 euros de découvert à cause des impôts non payés. Alors, ma chérie, c'est pas Boursorama qui t'a fait moins 75, c'est le prélèvement d'impôts qui est passé. Ou une saisie des impôts qui est passée. C'est tout.
C'est Bourseau et n'importe quelle banque, quand vous avez une saisie qui arrive, si c'est un prélèvement, je parle même pas de saisie, mais si c'est un prélèvement, parce que t'es mensualisé et que là tu avais la régule des impôts, et ben ils vont prélever, au lieu de prélever les 120 € par mois, ils vont prélever 200, 300, 400. Mais c'est pas la faute de la banque de t'avoir mis à découvert. Sinon, si tu n'avais pas d'autorisation de découvert, il y aurait eu un rejet de prélèvement. Et là, les frais auraient été un peu plus élevés. Donc, accepte ta responsabilité de ne pas avoir payé tes impôts. Et la conséquence, c'est que tu t'es retrouvé à moins 75 €. Haine de coiffure a une interrogation. Alors, where is it? Sam, s'il te plaît, dis-moi pourquoi j'ai le même montant à régler en anticipation et même sans. Pourquoi? C'est normal, parce que tu regardes le capital restant dû, jeune homme ou jeune fille. Le capital restant dû, c'est combien tu dois payer, combien sur ce que tu as emprunté, combien il te reste à payer. Donc le capital restant dû, le capital, c'est le capital. Quand tu fais un remboursement anticipé, tu soldes le capital. Donc ce montant, c'est normal qu'il soit le même. Ce qui va changer, en fait, ce qu'il faut que tu regardes, comment t'expliquer? Tous les mois, il y a des intérêts qui vont venir. Donc en fait, sur un prélèvement, par exemple, tu vas avoir sur 100 € de remboursement de ta mensualité, tu vas avoir 90 € qui vont au capital et 10 € qui vont dans les intérêts. Est-ce que c'était ça ta question? Mais toi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que t'as pas deux capitales restant dû. Tu as un seul capital restant dû, que ce soit en anticipé ou pas. Le capital, chaque mois, il va baisser. Mais le montant, il n'y a pas de deux modes de calcul. Par contre, ce que tu vas éviter, quand tu regardes capital restant dû 3500 et tu fais un virement de 3500, tu vas pas payer les intérêts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le tableau d'amortissement. Tu as la colonne capital restant dû et après tu as les intérêts. Et chaque mois, tu rembourses une partie du capital, donc l'argent que tu as emprunté à la base, plus les intérêts que tu vas payer à la banque en plus pour avoir emprunté cet argent. Et en fait, quand tu rembourses que le capital restant dû et tous les intérêts qu'il y a dans cette colonne-là jusqu'à 2027-2030, ceux-là, tu n'as plus à les payer. Donc, c'est cela que tu économises. Tu économises en intérêts et en temps. Parce que du coup, tu soldes un crédit aujourd'hui, décembre 2025, alors qu'il allait jusqu'à 2027-2028. Donc, tu économises 3 ans d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire ou c'est moi qui n'ai pas compris? Est-ce que c'est plus clair? Bon, j'ai pas ta réponse, mais j'espère que c'est plus clair. Sinon, reformule ta question si j'ai pas répondu à ta question correctement. Bonjour Sam, avec une reconnaissance de dette, on gagne un procès pour un prêt d'argent? Normalement oui, après je suis pas le juge. Je vais pas te dire oui c'est sûr que tu gagnes, mais en tout cas, la reconnaissance de dette elle sert à ça, c'est qu'une personne à un instant T t'a confirmé te rembourser cette dette. Donc oui, normalement, tu es en bonne posture pour rembourser, pour gagner. Après, je ne suis pas le juge. Donc est-ce que c'était clair pour... Ok, je vois, mais j'ai du mal à comprendre car au final, les prêts n'augmentent pas avec les intérêts. Les prêts n'augmentent pas. Donne-moi un exemple concret. Là, aujourd'hui, tu dois un crédit, tu as regardé combien il te reste. Est-ce que tu peux retrouver ton tableau d'amortissement par mail ou sur ton espace CTLM, machin bidule, d'un exemple que tu veux nous donner là? Je vais essayer d'expliquer mieux. J'ai une assurance décès que j'ai avec Allianz pour 19,71 par mois. Qu'en penses-tu?
Bah, je peux pas te dire ce que t'en penses. Une assurance décès, c'est que... Pourquoi tu as mis en place ça? Qui t'a fait mettre en place ça? Est-ce qu'un jour tu es allé chez Allianz et je ne sais pas, ou à la banque, parce que parfois ils travaillent aussi avec Allianz, et ils t'ont dit il faut faire ça. Pourquoi est-ce que tu es assuré? Quelles sont les clauses de cette assurance décès? Et est-ce que tu es OK avec ces clauses? Je vais pas te dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est propre à chacun en fait. C'est comme quand on me demande mon avis sur les assurances vie. J'ai pas d'avis en particulier sur une assurance vie. Pourquoi tu as mis en place cette assurance vie? Est-ce que tu sais comment marche l'assurance vie? Est-ce que tu sais quel était ton objectif pour cette assurance vie? Est-ce que tu es OK avec ça? Et est-ce que tu sais comment va être géré ton argent dans cette assurance vie? Tu vois, c'est propre à chacun. C'est pour ça, encore une fois, quand ça touche à l'investissement, bon là c'est une assurance décès, mais quand ça touche à des choses comme ça dépend de vous. Je ne peux pas te donner mon avis sur quelque chose qui est propre à chacun en fait. Sarah, elle est au taquet. Ok, ça marche. Lundi, je sais pas si tu m'as confirmé l'horaire, j'ai pas regardé mes mails ce matin, mais lundi, on parle de toi. Et après, on verra. Parce que les 3 heures, je pense que c'est. Voilà, il va nous falloir 3 heures pour mettre à plat la situation. Et après, on verra le business à côté, Bichette. Il n'y a pas de souci. Elle est au taquet. Payer mon enterrement si jamais. Payer mon. Emma, payer mon enterrement si jamais. Si jamais quoi? Si jamais je meurs? On va tous y passer, hein. Breaking news. S'il y a bien une chose de sûr, c'est qu'on va tous y passer. Donc le si jamais, je comprends, je te taquine. Mais est-ce que je pourrais pas mettre de côté de préférence? Tu vois, c'est pour ça que je vous dis, l'assurance obsèque, il faut en avoir une. L'assurance obsèque, si c'est une assurance qui va permettre que vos proches, quand vous serez partis, n'aient pas en plus des milliards de choses qu'ils vont avoir à gérer, du chagrin, n'aient pas en plus à choisir votre cercueil, à choisir ci, à choisir ça. Si vous pouvez leur épargner ça, c'est très bien. C'est un sujet, on n'aime pas en parler parce que, wesh, on est là, tout va bien, machin, bidule. Ok? Mais plus vous maîtrisez ça, plus vous avez l'esprit tranquille de vous dire au moins... Parce qu'il y a des gens qui s'endettent malheureusement pour des enterrements. Un membre de la famille, un parent ou quoi qui décède. Et du coup, il faut payer. Parce que même quand on te met dans un trou, c'est payant. Et du coup, ça peut mettre en difficulté les héritiers, les enfants, ceux de la famille. C'est presque aussi cher qu'un mariage, un enterrement. C'est ouf, hein. Les prix, ils ont pris je sais pas combien. Quand on parlait tout à l'heure des écoles de commerce, ce business-là, il est de plus en plus cher aussi. Donc, enlever ce poids des épaules de ceux que vous allez laisser derrière vous et faire en sorte que vous ayez tout contrôlé de ce que je veux, comment ça va se passer, machin bidule, et tout payer, oui. Après, ta question, c'est est-ce que je la prends chez un assureur ou est-ce que je la prends directement aux pompes funèbres? Mets les chiffres sur papier. Sur les 19 balles que tu donnes par mois, combien va être versé en capital obsèque pour payer tes obsèques? Est-ce que tu vas payer pendant 30 ans ou 40 ans 20 balles par mois et au final ils vont te donner que 2000 € si ça arrive? C'est encore une fois, le contrat fait foi. Donc regarde ce qui est écrit dans ton contrat, vois si tu es à l'aise avec ce chiffre-là, ou vois si tu te dis fuck, moi je préfère faire mon assurance mon assurance obsèque directement au PFI pour au moins payer, parce que je sais que ça va être moins cher et qu'à chaque fois qu'on passe par un intermédiaire, il y a des frais, des machins, des bidules. Je peux pas répondre pour chacun. C'est à chacun de se poser la question. Prends le temps de regarder. L'assurance, le préparer son... On va un peu plomber l'ambiance, mais faire en sorte que les gens que vous laissez derrière vous n'aient pas à payer et n'aient pas à s'endetter pour 4 000, 5 000, 5 000. Un jour, on m'a sorti qu'il y avait
que quelqu'un devait près de 10 000 balles pour les obsèques, les funérailles de quelqu'un de la famille. 10 000 balles. Pour quelque chose, juste une caisse, un trou et basta cosy, quoi. 10 000 balles. Bref. Mince, j'ai loupé ton live. C'est pas grave, Florence, il est en rediff intégral. Il sera en rediff intégral d'ici ce soir ou demain sur ma chaîne YouTube. Tu pourras me revoir. Coucou, j'ai 1000 € et j'ai envie de solder un peu... Non, j'ai envie de solder un trop perçu de 750. Ton conseil, je solde ou j'attends. Le trop perçu, t'as un échéancier avec si ou pas? Obsèque, on peut récupérer au cas où. C'est-à-dire, Momo, j'ai pas compris ton commentaire. Je prendrai un contrat quand je serai plus endettée. Tu as raison, au moins, ce sera... Déjà... Bah, on n'y pense jamais parce que, oui, on n'a jamais envie de penser à ces moments-là, mais quand ça arrive, voilà quoi. Oh, c'est 14 h, j'avais pas vu. 14 h et 100 000 likes. Oh, Mamour, t'es un amour. Je suis à 102 000 maintenant. Bientôt 103 000. J'avais même pas vu que c'était 14 h. Putain, mais attends, j'ai encore plein de questions là. Ok, donc Sissi, elle a un échéancier de 80 € par mois et tu dis, t'as 1000 € de côté, il te reste encore 750 € sur un trop perçu. Est-ce que tu lâches les 750 €? Ma réponse, c'est non. Non. Parce que tu n'auras que 250 balles sur ton fonds de sécurité et c'est trop peu. Avant de solder une dette, un crédit, un échéancier ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas... vous devez être minimum à 500 € d'épargne. Ce qui va faire que le mois suivant, vous allez récupérer la mensualité que vous n'avez plus et vous allez la réinjecter, donc ça va automatiquement grossir. Là, 200 ou 250, je ne sais plus, c'est trop peu. Continue ton échéancier sur 2-3 mois, continue d'épargner, fais grossir cette épargne. Et quand tu arriveras à peu près à 500, 600, là, tu pourras solder. Ça ne nous dérange pas si tu restes avec nous. Mais il faut que j'ai un rendez-vous. Putain. Je pense qu'il faut garder en espèces chez soi. Non, la banque est bien mieux assurée que chez toi. Ouais, je vais y aller les filles. Oui, s'il reste un petit plus du capital, c'est versé à la famille. Ouais, mais encore faut-il l'avoir en place et faut-il avoir mis toutes les... Assurance décès, après 65 ans, il verse plus d'argent. C'est-à-dire, Qatar. C'est qui il verse plus d'argent? Heureusement, il y a YouTube, j'ai raté trop de parties. Adama, t'inquiète. Oh, c'est pour ça que j'ai déjà mon urne. Simple et moins cher. Oh, c'est glauque là. Oh, c'est quoi la fin de ce live? Oh là là. Allez, on cheer up. À 65 ans, la garantie peut s'arrêter et tout ce que tu as payé est perdu. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vérifiez ce que vous signez. Lisez votre contrat. Comprenez votre contrat. Pour éviter de vous faire bananer, pour éviter d'avoir payé des années pour rien. Lisez votre contrat. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand il y a quelque chose qui est... quand vous avez une offre, genre... la mensualité, elle est très faible et on vous fait croire à plein de trucs. La seule chose qui fait foi, c'est le contrat. Donc si vous tombez dans le piège de les mensualités sont trop petites, peut-être que c'est pour une raison. C'est parce que dans le contrat, il y a écrit que, à un moment donné, tu l'as dans le cul. Donc faites bien attention à ça. Parce que si vous faites l'économie de ne pas lire le contrat, vous allez perdre beaucoup d'argent. Ou alors vous allez croire que vous êtes assuré pour quelque chose,
Vous vous dites, bah ouais, moi c'est bon, j'ai mon assurance, elle couvre. Et puis après, quand le truc arrive et vous voulez faire jouer votre assurance, eh ben, on va vous dire, bah non madame, regardez l'alinéa 2 du paragraphe 18, c'est bien écrit que ça, c'est pas pris en charge. Toujours, toujours lire le contrat. Surtout des assurances où vous allez payer des mensualités pendant des années, quelle que soit l'assurance. Faites attention que vous soyez au moins conscient de ce pourquoi vous êtes assuré et ce pourquoi vous n'êtes pas assuré. Un couple avec 2 enfants, un à l'université et un au lycée, il faut quel fonds de sécurité? J'ai pas compris ta question. Il faut un fonds de sécurité? Il n'y a pas un type de fonds de sécurité, il faut une épargne de sécurité, quoi qu'il en soit. Que tu aies des enfants ou pas d'enfants, qu'ils soient à la fac ou à la maternelle, peu importe. Je l'ai dit tout à l'heure, le plus important pour vous, c'est va regarder, tu regarderas la rediff YouTube où j'ai parlé pendant 10 minutes d'assurer d'abord votre stabilité financière du foyer avant même de commencer à mettre 1 centime dans l'épargne de votre gamin, quel que soit son âge. Sam, tu penses quoi de l'euro numérique? Laisse-moi cette question pour le prochain live. Parce que là, je vais partir dans une tirade de 20 minutes. Faut dire ouais, je suis pas. Moi, je devrais avoir le badge parental advisory là, sur les lives là, comme ça les gens ils s'offusquent pas dès que je dis bitcouille poil. Après, je peux être striké par TikTok, mais écoute. Moi, je dis les choses, il n'y a pas de politiquement correct. Ça va. Votre YouTube, c'est quoi le nom? Samashita. En un seul mot. S-A-M-A-S-H-I-T-A. Il y a toutes les rediffs des lives depuis 1 mois là-bas. Oh Alam, comment ça va? Ah merde, frais dentaires non prévus et non remboursés, merci d'épargne de sécurité. Voilà. Voilà. Ouais, je sais, Popcorn. Ah, ma bichette, bah, j'espère que ça t'a pas mis ton épargne de sécurité à plat, à 0, et j'espère que t'as quand même quelque chose. Et envoie-moi un petit WhatsApp pour me dire où t'en es. Ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, bichette. C'est quand votre prochain live? Bah, normalement, je fais toujours des lives. Ma cible, c'est tous les jours entre midi et 2. Mais hier, je suis pas venue. Tu vois, donc ça dépend. Idéalement, j'essaye d'en faire entre midi et 2, là où j'ai des moments de dispo. Mais la banque et l'État peuvent se servir sans prévenir s'il y a des saisies. Alors, je sais pas de quoi tu parles, mais oui. Saisie sur compte, saisie sur salaire, si tu... C'est pas... J'aime pas quand vous dites viennent se servir. On dirait... Ah non, attends, tu parlais... Si, tu dis s'il y a des saisies. Ok, je pensais que tu parlais d'autre chose. En fait, on dirait qu'ils viennent... Allez, tiens, on se balade toutes les deux et il y a ton porte-monnaie qui est ouvert et j'arrive et je prends de l'argent. Mais non, en fait, il n'y a personne qui vient se servir sur votre compte ou sur votre salaire si vous n'avez pas au préalable une dette. En fait, quand vous dites ouais, l'État vient se servir, bien sûr que l'État vient se servir. L'État vient toujours récupérer son argent. Mais c'est de l'argent que tu lui dois. L'État vient pas se servir s'il n'est pas invité à la table. Hein. Par contre, moi j'ai eu des saisies, je vous dis, une année, dans mes années d'insouciance et de bêtises financières, j'ai trouvé que c'était ok si je payais pas mes impôts. À l'époque, il n'y avait pas le prélèvement à la source. Et en septembre, tu recevais ton avis d'impôt, tu devais le payer en octobre. Et ben moi, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas l'argent, donc je payerai dans quelques mois. Naïve que je suis, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus me faire une saisie sur salaire. Mais comment c'est possible? Eh ben oui, ils sont venus récupérer leur argent. C'était une dette que j'avais. J'ai pas voulu payer parce que je pensais que naïvement ça pouvait attendre. Et ben la réalité m'a rappelé
au fait que non, les impôts n'attendent pas. Ils viennent se servir si vous leur devez quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas la saisie. La saisie, c'est la pire des situations pour vous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bon, ils ont accès à votre salaire et à votre compte, et tous les mois, ils vont venir. Alors que vous avez eu des semaines et des mois pour mettre en place des échéanciers pour votre dette. Là, vous auriez maîtrisé l'argent qui sort. Avec une saisie, vous ne maîtrisez rien du tout. Ils préviennent avant de venir piocher. Normalement, ils préviennent. Normalement, tu es censé recevoir le titre exécutoire. Ou ta RH va recevoir un avis à tiers détenteur et elle va t'appeler en te disant bah là, ce mois-ci, désolé, mais tu vas pas avoir tout ton salaire. Mais il y a quantité, notamment les saisies sur compte, il y a quantité de fois où les gens reçoivent rien du tout et juste ils voient l'opération moins 700 € SATD sur le compte et voilà. Ah, bon allez, je vais y aller parce que sinon... Sarah, elle est au taquet. Sarah, reste focus. Tu me fais trop rire, bichette. Mais oui, on en parlera, on en parlera. En attendant, concentre-toi sur notre rendez-vous de lundi. Allez, je suis pas... Attends, c'est quelle heure? 14h15. Je vais probablement pas repasser la tête là. Je me suis dit peut-être je vais en faire en fin de journée, mais je crois pas. Donc on se donne rendez-vous demain entre midi et 2. Normalement, je devrais être là. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont fait vivre le live. Ceux à qui j'ai pas répondu, je vous donne rendez-vous au prochain live pour reposer votre question ou sous les commentaires TikTok. Mes MP sont fermés, rappelez-vous. Si vous avez ma tête dans vos DM, c'est un scam. C'est des gens qui veulent vous arnaquer. Donc, je ne vois pas vos MP et je ne vous en envoie jamais. Donc, faites bien attention. Il y a une dizaine, quinzaine de faux profils de moi qui volent mes vidéos et qui se font passer pour moi dans les commentaires pour vous arnaquer. Donc faites bien attention. Et voilà, si vous avez des questions, rendez-vous au prochain live. Sinon, vous avez 3500, 4000 vidéos sur ce compte. Vous avez le e-book à disposition dans mon lien en bio. Et voilà, merci à toutes. Syndicat, vous êtes au top les filles, je vous kiffe. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de votre argent, de votre santé. Et à très vite.